Bonsoir et bienvenue à votre média Canal Africa 54. Canaf 54, votre chaîne de télévision qui met à partir de l'Angleterre. C'est avec un grand plaisir que nous allons partager avec vous un débat autour de la question relative aux relations entre l'Afrique et le Mali, parce qu'il s'agit de l'actualité pour le moment. C'est René Kitoko, à partir de Londres, qui va vous présenter cette émission. Il sera accompagné de M. Dion Patrick, il est professeur d'université à Paris et il est également le président fédéral du PCT, c'est-à-dire le Parti congolais du travail au niveau de la France. Et ensuite, nous aurons également M. Laurent Toniquès, qui est journaliste éditorialiste au Bénin. Les deux, justement, ce sont des intellectuels africains qui ont voulu participer à ces grands débats autour des relations entre la France et le Mali. Pour ne pas prendre du temps, nous allons introduire sur le plateau, un par un, monsieur Dion Patrick. Bonsoir, monsieur Dion Patrick. Bonsoir, monsieur Kitoko. Monsieur Toniquès également. Bonsoir à partir du Bénin. Bonsoir, monsieur Kitoko. Bonsoir, monsieur Dion. Voilà. Pour commencer notre émission, vous savez qu'actuellement, ça bouillonne en Afrique avec la série de situations politiques aujourd'hui, les coups d'État qui se suivent. Vous savez également que actuellement, ça bouge justement, même vers le côté de l'Afrique centrale, où on avait connu récemment des rumeurs autour d'une tentative de coup d'État également en République démocratique du Congo, sauf que ce qu'on apprécie, c'est encore au niveau des rumeurs. Mais pour des cas concrets, tels que la Guinée, nous avons vu le président guinéen se faire démettre justement par un coup d'État militaire, celui-là. Ensuite, nous sommes arrivés au Burkina Faso, il y avait eu le même cas, coup d'État, et enfin, le cas du Mali qui a précédé entre les deux, avec tout ce qu'on connaît comme les rebondissements des relations entre la France et le Mali. Est-ce que nous pourrions considérer qu'aujourd'hui, il y a une guerre des nerfs ou juste des caprices entre deux États qui s'aiment mutuellement? Alors, je commence par monsieur Patrick. Monsieur Patrick, est-ce que vous pouvez nous donner sommairement comme ça votre compréhension de la question autour de cette... Est-ce que c'est juste des caprices entre deux États qui se connaissent très bien? C'est justement une guerre des nerfs qui se mène pour l'hégémonie au niveau justement de la géopolitique. Merci beaucoup, monsieur Kitoko. Je pense que ce n'est pas une simple guerre des nerfs, c'est au-delà de ça, parce que, comme nous le savons tous, essayons un peu de placer les choses dans leur contexte historique. Le Mali, c'est un très grand pays. Et ce pays, sur le plan géographique et territorial, peut englober 2 fois et demi la France. Historiquement parlant, le Mali, c'est aussi une ancienne colonie française. Donc, les problèmes entre la France et le Mali ne datent pas d'aujourd'hui. 60 ans, à peu près 61 ans d'indépendance, jalonnés par beaucoup de soubresauts. Et la courbe de la vie diplomatique entre le Mali et la France est assez sinusoïdale. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts. Mais là, cette fois-ci, je pense que nous sommes allés très. Le Mali a pris une décision, en bon français, on appellera ça une décision péremptoire. Une décision péremptoire, une décision historique, puisqu'il a pris la décision autonome, dans toute sa souveraineté, d'abandonner la francophonie, d'abandonner la France et de se rallier à la Russie. Donc, c'est historique, c'est vraiment profond comme décision que j'approuve. Bien sûr, nous y reviendrons. Vous approuvez la politique actuelle du Mali à l'égard de la France? Pardon? Je n'ai pas suivi. Vous approuvez la politique actuelle de la junte militaire au Mali à la France? Je n'ai pas le terme de junte militaire. Je préfère dire le conseil de transition. J'approuve effectivement parce que je suis, de par ma nature, panafricaniste. Donc, toutes les causes africaines qui vont dans le sens du développement de l'Afrique, de l'autonomie de l'Afrique, de l'indépendance de l'Afrique, je suis pour, quelles que soient les formes que cela peut prendre.
même si c'est une forme brutale, une forme assez révolutionnaire, une forme diplomatique, quelles que soient les formes, dès lors que l'enjeu est l'indépendance de l'Afrique, dès lors que l'enjeu est l'autonomie de l'Afrique, moi je suis partisan. Donc je suis pour les décisions qui ont été prises courageusement, historiquement, par le Conseil national de transition au Mali. Mais n'empêche que ce Conseil national de transition est composé des militaires qui ont fait un coup de force. N'empêche. Monsieur Kitoko. Quoique vous n'aimez pas ce terme-là, mais n'empêche que ce sont des militaires. Ce ne sont pas des civils qui ont Oui, oui, ça c'est vrai. Monsieur Kitoko, de par mon éducation, je n'aime pas la violence en tant que telle. Je me définis comme un homme assez pacifique. Et je suis aussi contre, bien sûr, hein, juridiquement parlant, constitutionnellement parlant, je suis aussi contre tout ce qui est coup d'État. Je pense que l'Afrique a atteint un niveau de maturité politique qui peut lui permettre d'organiser l'alternance politique de façon pacifique à travers le scrutin universel qui est l'élection. Mais il y a parfois, hélas, il y a parfois des événements qui font que on ne peut pas contrôler le peuple. Lorsque le peuple aspire à quelque chose, eh bien, il finit par l'obtenir. Donc là, je suis d'accord avec eux. Ok, vous êtes à Paris et M. Laurent Toniquet est au Bénin. Il vit en Afrique, il vit ces moments difficiles qui traversent le continent. Monsieur Laurent Toniquet, est-ce que vous faites la même lecture que fait le professeur à partir de Paris au regard de cette question du Mali? Merci, monsieur Kitoko. Il faut préciser qu'en Afrique aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui prend de l'ampleur. Et ce sentiment anti-français est la cause de tout ce que nous avons observé ces derniers jours, notamment le coup d'État en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Quoique, au Burkina Faso, il y a un bémol parce que, contrairement à ce qu'on a observé, on a pu observer au Mali et en Guinée, ce n'est pas exactement la même chose qui se passe au Burkina Faso parce que, en fait, on reviendra dans les détails pour montrer que ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas exactement le sentiment anti-français qui a conduit à cela, mais par contre, un groupuscule peut-être au service de la France encore pour démettre un chef d'État qui a voulu commencer par se pencher du côté de la Russie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on a vu l'hégémonie de la France en Afrique pendant 60 ans pratiquement. Souvenez-vous que quand on parle d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale française aujourd'hui, la France a eu son hégémonie depuis des années. Qu'est-ce que ça a rapporté à ces pays? Dans la période de 2014 à 2019, le Mali, c'est 5,1% de taux de croissance, 5,7% de taux de croissance, et pratiquement le double du taux du même taux pour l'Afrique dans la même période. Et donc, quand vous regardez ce pays, et M. Dion fait bien de le préciser, c'est un grand pays. Le Mali, c'est 1,241 km² de superficie. Et donc, pratiquement plus de 2 fois la France, mais qui malheureusement peine à décoller, alors que ce pays dispose de l'or, du bauxite, du fer, un certain nombre de ressources minières, mais malheureusement, ce n'est pas possible à ce pays de se développer parce qu'il y a une hégémonie, une force étrangère qui exploite les ressources de ce pays, qui achète les matières premières sans pouvoir les exploiter, peut-être transformer sur place, permettre à ce pays de se développer. Et donc, au fil du temps, quand on observe, les citoyens, à un moment donné, ont commencé à se poser la question, pourquoi cette hégémonie et qui ne nous permet pas de nous développer? Et ce vent qui souffle, c'est comme le printemps arabe qu'on a observé en Tunisie, en Égypte par le passé. On a comme l'impression que c'est aussi un printemps qui a commencé en Afrique de l'Ouest, surtout que vous allez voir que peu s'en fallait, le président Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau allait aussi subir un coup d'État, allait perdre de pouvoir. Donc, aujourd'hui, tous les Africains, en tout cas pratiquement dans l'Afrique occidentale française, et je dirais même dans les autres régions d'Afrique qui sont les colonies autrefois françaises, il y a un sentiment de rejet de la France. Les gens veulent vivre mieux, permettre à ce que les pays soient mieux développés. Et je ne suis pas d'accord avec M. Dion qui disait tout à l'heure que l'Afrique a atteint une maturité où on peut organiser la tendance politique. Je suis désolé de dire que l'Afrique n'a pas encore atteint pour moi cette maturité politique.
si tant est que l'Afrique avait atteint cette maturité politique, c'est que les gouvernants allaient respecter les constitutions de leur pays, les gouvernants allaient travailler de sorte à finir leur mandat, 1 ou 2 mandats et partir, plutôt que de croire que c'est eux les seuls intelligents dans leur pays. Et c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire, on a comme l'impression que pour ces chefs d'État qui sont en Afrique, il n'y a pas plus intelligents qu'eux. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ce n'est que eux qui peuvent développer leur pays, alors que d'ailleurs même c'est le contraire. Est-ce qu'ils posent des actes pour développer réellement leur pays? Non. Ils posent des actes pour assurer l'avenir de leurs enfants. Ils posent des actes pour s'enrichir, siphonner les ressources de l'État. Donc, cette maturité politique, on a encore du temps pour atteindre cette maturité politique. Et donc, je dis tout simplement, oui, il y a un désamour entre la France et les pays africains, notamment les colonies, autrefois les colonies françaises. Et donc, du coup, à un moment donné, les peuples veulent une certaine indépendance totale et concrète parce qu'on dit que nous sommes indépendants. Le Bénin a fêté 60 ans, 61 ans le 1er août dernier, donc 1er août 2022, on fêtera 62 ans. Mais sommes-nous véritablement indépendants? Là, la question. Là, la question. Mais quand vous dites, M. Laurent Toninquez, quand vous dites que l'Afrique n'a pas encore atteint la maturité politique, est-ce que ceci ne porterait pas atteinte justement à la légitimité des États africains qui se considèrent déjà matures, qui parfois se disent qu'ils sont capables de s'autogérer? Quand vous dites maturité, par rapport à quel thermomètre? Quand je parle de maturité, je peux vous dire, le peuple a une volonté, assurer l'alternance chaque fois quand le moment vient. Mais les gouvernants, je dirais peut-être que je comprends un peu votre question, je dirais que nos dirigeants africains n'ont pas atteint la maturité politique. Alors je rectifie pour dire, ce sont les dirigeants qui n'ont pas atteint la maturité politique pour savoir quitter les choses quand l'heure sonne pour eux de partir. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Les acteurs politiques, les cadres africains, sont-ils matures politiquement pour savoir que quand on vient gérer, on a un temps à faire et qu'après on peut partir? Ils sont les premiers à vous citer des exemples, à dire, et d'ailleurs, au-delà de tout, c'est que ces acteurs politiques sont épaulés parfois par des puissances étrangères qui leur donnent tout droit. Parce que quand je prends certains pays, le Gabon avec Ali Bongo, grabataire, mais malgré tout, il est encore au pouvoir. Je viens au Togo à côté, avec Faure Eyadema, qui est là. Malgré tout ce qu'on lui reproche, il est encore là. Il est épaulé par la France. Donc, dans une certaine mesure, il y a un problème des acteurs politiques qui ne sont pas psychologiquement, en tout cas pour moi, intellectuellement matures pour savoir que gérer un pays, vous avez un mandat parce que des pays dans lesquels, je prends la Côte d'Ivoire, où il faut 2 mandats. Et Ouattara fout quoi encore pouvoir pour un 3e mandat? C'est ça en rapport avec la maturité, avec tous ces dirigeants. Oui, je prends le cas de la Guinée où Alpha Condé a tout le temps condamné accusé Lansana Conté et tout ça, avec tout ce qu'on lui a reproché. Mais il vient au pouvoir, c'est lui qui viole pratiquement allègrement la question de ce pays pour briguer un 3e mandat. Et donc, il y a autant de choses. Et en même temps aussi, quand vous prenez le cas de IBK, une élection en polémique. Et donc, à un moment donné, ils ne veulent pas laisser les choses. Donc, la maturité politique dont je parle, c'est purement lié aux acteurs politiques qui nous dirigent, nos gouvernants, qui n'ont pas compris qu'à un moment donné, il faut être assez indépendant, assez isolé, en tout cas, de la chose publique, pour dire quand mon temps vient, je dois partir. Mais connaissant l'influence des pays occidentaux, justement, qui les soutiennent, est-ce que cette maturité politique n'est pas occasionnée par le fait que les pays qui les soutiennent, justement, les poussent à leur donner service auquel ils ont toujours besoin? Oui, c'est tout à fait vrai. Quand je prends le Togo, il y a le phosphate à exploiter. Quand je prends la Côte d'Ivoire, il y a le cacao qui est une chasse gardée de la puissance étrangère qui contrôle. Quand je prends le Bénin, il y a le coton. Quand je prends le Mali, il y a comment vous appelez, l'or. Donc, il y a aussi cette question de matière première dont a besoin cette puissance étrangère et qui lui permet de faire ses affaires. Et donc, c'est du tu me cèdes quelque chose, je te cède aussi quelque chose. Et donc, dans une certaine mesure, la même France qui est prête à aller condamner un certain nombre de choses du point de vue démocratique au Bénin ou au Congo, cette même France est capable
de soutenir un Mahamat Idriss Déby Itno, dont le père est tué, nous a-t-on dit, dans une attaque, est capable d'aller soutenir ce jeune au pouvoir, alors qu'en réalité, ça ne répond à aucune norme. Il y a des tests dans le pays qui empêchent le petit de remplir, de graisser à la tête de ce pays. Donc, il y a en fait du deux poids, deux mesures de la part de la France en Afrique, qui fait que tant que certains chefs d'État sont prêts à satisfaire la volonté de la France est muette. Mais quand ce président ou bien ce pays n'est pas prêt à satisfaire les desiderata de la France, c'est que ce pays devient une cible à battre. Vous regardez un peu la même France qui doit accepter que Paul Biya reste au pouvoir depuis 1983. La même France est capable de vous désavouer. Je prends un Embalou Sissoko ou bien de vous désavouer, un certain Roch-Marc Christian Kabore au Burkina Faso en amenant Damiba, en nous voilant la face, nous faisons croire que c'est la Russie, mais au-delà de tout, on sait que c'est la France. Alors, si la France fait pression, alors que nous avons en Afrique des organisations sous-régionales, notamment par exemple pour le cas du Mali, nous avons la CEDEAO, nous avons l'Union africaine, qui n'ont pas fait la différence, qui ont même condamné le Mali avec un embargo économique jusqu'à asphyxier justement le pays. Professeur d'économie, Messieurs Dion Patrick, pour vous, l'attitude de la CEDEAO, de l'Union africaine, ces organisations ont-elles joué un rôle néfaste ou un rôle pouvant permettre au Mali justement de revenir sur sa position initiale? Un rôle néfaste, bien sûr. La CEDEAO, pour ne parler que d'elle qui s'est exprimée, quant à l'Union européenne, l'Union africaine, n'en parlons plus, muette à certaines occasions, ils ont tous les deux joué un rôle négatif, un rôle, je dirais, anti-africain. Ils ont développé, donné raison au peuple. C'est-à-dire que les peuples pensent qu'effectivement, nos leaders ne sont pas des patriotes. En tant que panafricaniste, je dis que le rôle joué par la CEDEAO est un rôle négatif, est un rôle anti-africain, est un rôle qui plaide malheureusement pour la continuité du sous-développement africain, pour la continuité de la suprématie de la France vis-à-vis de l'Afrique tout entière et dans notre cas, vis-à-vis du Mali. Il n'est pas croyable que des Africains puissent être contre des Africains. Des Africains puissent être plaidés, c'est-à-dire être contre des Africains au bénéfice de la métropole, au bénéfice des Occidentaux. Ça, c'est vraiment, c'est un scandale, quoi. C'est un scandale que des Africains puissent lutter contre leurs propres Africains au bénéfice évident de la France. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je dis qu'ils ont joué un rôle négatif. La décision prise par le Conseil de transition est une décision courageuse. Accepter de rompre les relations avec la France, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais le Mali est un grand pays. Rien que du point de vue de la surface, nous savons que le Mali a 1 241 238 km², alors que la France n'en a que 551 695 km². Donc, ça veut dire que le Mali, rien que sur la superficie, englobe 2,5 fois la France. Et donc, avec sa production, ses nombreuses matières premières, hein, notamment l'or, notamment l'uranium, notamment le bauxite également. Mais si on prend que l'or, rien que l'or, monsieur, qui est en réalité la matière première la plus importante, hein, au-delà du pétrole. La matière première la plus importante, c'est l'or. Pourquoi? Parce que c'est l'or qui soutient économiquement et financièrement la valeur d'une monnaie. Un pays est indépendant, pas seulement sur le plan politique, comme nous l'a déclaré Charles de Gaulle en 1960, mais un pays est dit indépendant, autonome, lorsqu'elle bat monnaie, lorsqu'elle a sa propre monnaie. Eh bien, qui est l'élément fondateur, l'élément qui soutient la valeur, la puissance d'une monnaie? C'est la quantité d'or. Or, nous savons tous que le Mali est 3e pays producteur d'or dans le monde. Et donc, si l'on suit le classement mondial qui a été fait par
le journal La Tribune, le classement mondial des pays les plus riches du monde en termes de réserves d'or, eh bien, c'est le Mali qui arrive en 3e position. Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas, un pays qui a tous les atouts nécessaires pour pouvoir se développer, va être sous la botte de sa métropole, surtout, comme l'a dit mon collègue Laurent, la métropole est en train de jouer un rôle négatif, en ce sens que tout ce qui se passe au Mali est le fruit de la France, sinon de la France-Afrique en général. Et pour ne pas rester que sur le Mali, il faut savoir que de 1960, 61, les années des indépendances jusqu'à aujourd'hui, toute la cinquantaine, sinon la centaine peut-être, des coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, eh bien vous trouverez toujours qu'il y a la main basse de la France. Et donc, prendre une décision comme ça, c'est courageux. Je les félicite. Le fait qu'ils puissent retourner se retourner contre la France et adopter un nouveau partenaire qui est la Russie. Je rappelle pour chuter, M. Kitoko, oui. Il y a un pays qui a fait ça, dont les résultats sont très, très, très spectaculaires. Vous avez le Rwanda qui a fait ça. Du jour au lendemain, il a mis fin à l'utilisation de la langue française. Du jour au lendemain, Paul Kagame a dit, nous sortons du carcan francophone là, eh bien, nous allons nous retourner vers les États-Unis. Ils ont commencé à parler l'anglais du jour au lendemain, s'il vous plaît. Et oui, aujourd'hui, nous avons les résultats du développement socio-économique qui sont là. Sans vous interrompre, je pense que Paul Kagame, lui, c'est un anglophone. Hein. Il venait de l'Ouganda, lui ne parlait pas français, donc il s'est plus à l'aise de parler l'anglais que le français, d'où, avec son esprit de dictateur, il a imposé du jour au lendemain pour que son message passe à la population. Ce n'est pas un cas spécifique, ça? Mais si c'est pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux seulement dire que le fait d'encourager le Mali à sortir du carcan français est une très bonne chose. Et si cet exemple peut être suivi par beaucoup d'autres pays, ça serait très bien. Parce que rien que sur le plan monétaire, tu constateras, M. Kitoko, que tous les pays qui veulent se détacher de la France sur le plan monétaire auront toujours des problèmes avec la France. Le Mali, pour parler que du Mali, vous avez son premier président ou son deuxième président, hein, qu'on appelle M. Dibo Bakari, M. Modibo Keïta plutôt, lui, déjà à l'époque, s'il vous plaît, à l'époque quand il a eu l'idée de pouvoir se défaire du franc CFA pour que le Mali puisse avoir son indépendance monétaire, ben on a sait qu'est-ce qui s'est passé, hein. On l'a éliminé. Oui, on va parler du franc CFA, mais je souhaiterais justement clarifier un point que M. Laurent Toniquet venait d'évoquer tout à l'heure. Il venait de dire, parler de la maturité. Est-ce que le coup d'État en cascade, c'est une remise en cause? Le Mali est obligé de revenir encore dans le carcan du franc. Enfin bref. OK. Alors maintenant, j'étais en train de poser la question de savoir si l'interpellation de M. Laurent Toniquet tout à l'heure. Africain, s'il vous plaît, M. Kito. Oui. Est-ce que les coups d'État en cascade aujourd'hui en Afrique, c'est une occasion d'une remise en cause de l'immaturité politique des hommes politiques civils en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les militaires qui prennent le dessus. Là, je suis d'accord. Est-ce qu'ils sont en train de faire la remise en cause de la manière dont les gouvernants civils ont géré le continent depuis les indépendances? Est-ce que lorsque M. Laurent dit immaturité politique, êtes-vous d'accord? Immaturité politique. Alors, je ne sais pas si c'est le terme approprié pour cette situation. Parler d'immaturité politique de toute l'Afrique. Moi, je pense que il y a de la maturité politique, c'est-à-dire que les différents peuples. Non, les dirigeants. Parler des dirigeants politiques, c'est une autre équation. Voilà, c'est oui. Ça. Voilà. Parler des dirigeants politiques, je suis d'accord et je placerai le manque de patriotisme africain. Ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas l'Afrique pour leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts individuels, bien sûr. Parce que s'ils aimaient l'Afrique, s'ils aimaient leur pays respectif,
ils ne pourraient pas justement faire ce qu'ils font là, c'est-à-dire être caractérisés par une mal-gouvernance notoire. Alors que c'est des gros intellectuels, c'est des gens qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises, qui ont des masters, qui ont des licences en sciences économiques, en sciences politiques, etc., etc. C'est des gros intellectuels, des grands cadres. Mais je pense que c'est beaucoup plus un manque de patriotisme. Ils n'aiment pas. Parce que comme tous leurs intérêts sont en Europe, sont en France, ils ne peuvent pas couper le cordon ombilical avec la France. Parce que sinon, leur avoir, leur argent, leurs économies, leur épargne sera complètement gelée par la France. Donc, c'est en connaissance de cause qu'ils le font. Parce qu'ils savent qu'ils priorisent beaucoup plus leurs propres intérêts que les intérêts de l'Afrique, que les intérêts de leur pays respectifs qu'ils ont la chance de pouvoir diriger. Voilà. Maintenant, nous allons parler des coups d'État. Parlons quand même des coups d'État, M. Laurent. Monsieur Kitoko, oui. Si vous permettez, sur la question de la CEDEAO, oui. Moi, je pense sincèrement que la CEDEAO ne pouvait pas faire autrement. Je crois que M. Dion l'a dit, hein, la CEDEAO a déçu plus d'un. Et la CEDEAO ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi? Je m'explique. La CEDEAO, pour moi, est un conglomérat de chefs d'État, pour la plupart mal élus, qui ne peuvent pas oser affronter la France et qui sont obligés de désavouer le Mali pour avoir la couverture de la France. Quand je vais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara de pouvoir oser affronter la France, parce que sachant qu'il est désavoué par une partie des Ivoiriens, et donc si au moins de geste, il peut subir la colère de la population. Quand je vais, par exemple, au Niger, ce pays, et du coup, entre les deux candidats, Mamadou et Mohamed Bazoum, ça a été tout un problème. Et donc, du coup, il y a un problème fondamental qui se pose. Quand vous prenez d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, les problèmes, on peut les citer. Quand je prends le Burkina Faso ou Maki présidentiel, il y a eu un problème au point où il a dû faire une alliance avec Zéphirin Diabré, qui était le chef de file de l'opposition, qui finalement a perdu, qui n'est plus chef de file de l'opposition, et donc quelqu'un d'autre a pris sa place. Donc, il y a un problème au niveau des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest notamment, et qui fait que ces chefs d'État, craignant aussi les représailles de la France qui pourraient leur faire subir un certain nombre de choses, le même palier que la France, et de supporter la France pour dire oui, justement, ce qui se passe est mauvais, ils se mettent à critiquer, sachant eux-mêmes qu'en fait, s'ils, en réalité, ils se mettaient à supporter soit le Mali, les putschistes au Mali ou en Guinée, c'est que leur propre population pourrait dire, alors, si vous soutenez ça, vous dites que nous-mêmes, on peut se soulever. Donc, il y a cette hypocrisie de la CEDEAO, des chefs d'État mal élus, pour la plupart, qui se réunissent pour désavouer les putschistes, parce que pour eux, s'ils arrivaient à supporter les putschistes, ou bien d'ailleurs, même s'ils devaient arriver à supporter les peuples de ces pays, c'est qu'ils pourraient subir les représailles de la France. Je prends l'exemple du peuple malien. Quand on voit les mesures prises par la CEDEAO contre le Mali, c'est une aberration, parce que ce n'est pas le peuple malien qui a fait le putsch. Et donc, quand on tient compte de tout ça, on doit pouvoir comprendre que la CEDEAO ou l'Union africaine, ils sont au service d'une puissance étrangère et non au service des peuples africains. Et c'est pour ça que je dis, au fond, la CEDEAO aujourd'hui, elle existe pour qui? C'est une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des populations. Alors, je partage cette analyse. Vous êtes d'accord avec l'analyse, c'est ça? Je partage cette analyse de voilà, M. Laurent. Elle est pertinente. On va évoluer. Maintenant, l'Afrique a connu justement le coup d'État tout au début des indépendances. Voilà qu'actuellement, la cascade des coups d'État reviennent en Afrique. Est-ce que c'est une bonne chose d'abord pour les chefs d'État africains qui se pérennisent au pouvoir? Messieurs, Laurent Toniquet vient de faire son analyse sur la question de la CEDEAO, en réplique avec ce que le professeur a dit tout à l'heure. Maintenant, par rapport aux cascades des coups d'État aujourd'hui, nous avons vu que les jeunes Africains
les Africains en général ont soutenu justement cet élan de coup d'État. Mais est-ce que vous qui êtes intellectuel, professeur d'économie, vous vivez en France, seriez-vous capable d'accompagner justement des États ou des jeunes gens ou des militaires qui souhaiteraient justement déboulonner les anciens qui ont géré le continent pendant des années mais qui ne veulent pas quitter le pouvoir? Monsieur le professeur, serez-vous capable d'accompagner cette logique de coup d'État dans des pays... Je ne me reçois pas bien. Oui, mais dans les pays où les chefs d'État ne quittent pas le pouvoir, est-ce que vous êtes d'accord que le coup d'État soit opéré pour déloger ces dirigeants-là? Alors, je vais vous répondre, Monsieur Kitoko. Merci de cette question. C'est une question complexe. Hein. Elle est bicéphale. Elle est en même temps hautement politique et en même temps aussi économique. C'est facile à répondre. Hein. Un chef d'État qui a fait 40 ans de pouvoir, je veux vous répondre. Il ne veut pas partir. Je veux vous répondre. Mais donc, le pays n'avance pas. Est-ce qu'un coup d'État ne serait-il pas favorable dans un pays comme celui-là? Alors, par principe, je ne suis pas d'accord l'utilisation de la violence pour conquérir le pouvoir. Par principe, moi, je suis un républicain démocrate. J'aime le respect de la Constitution. Et donc, je suis contre les coups d'État. Si je prends l'exemple du Mali, vous allez vous rendre compte que nous avons reçu, de 1960 à 1968, nous avons comme président M. Modibo Keïta. Il est mort par coup d'État aussi. Deuxième président, M. Moussa Traoré, de 1968 à 1991. Troisième président, M. Mamadou Toumani Touré, 92-97. Après, il revient encore 2002-2007. Et je peux multiplier ces exemples-là dans toute l'Afrique. Il n'y a eu que des coups d'État, des coups d'État, des coups d'État. Je suis contre les coups d'État par principe. Cependant, je mets un bémol. Je dis ceci. Dans les pays, effectivement, comme tu le dis, M. Kitoko, où les présidents se pérennisent pour des raisons, on va dire, individualistes, où le peuple souffre beaucoup. Et quand le peuple souffre beaucoup, eh bien, il y a des insurrections populaires, il y a des mouvements d'insurrection populaire, il y a des jeunes, le peuple revendique le pouvoir. À ce moment-là, il y a une nécessité historique. Moi, je suis d'accord à ce qui s'est passé au Mali. Je suis d'accord justement pour les peuples qui veulent revendiquer leur indépendance, qui veulent revendiquer leur dû, qui veulent revendiquer leur pain, de le faire. À ce moment-là, moi, je peux les accompagner sans aucun souci. Parce que on ne conquiert pas le pouvoir pour le pouvoir, c'est-à-dire pour soi-même. Non, le pouvoir, une fois que vous l'avez obtenu, quelle que soit votre formation politique, que vous soyez de gauche ou de droite, de centre, voilà, une fois que vous avez conquis le pouvoir, c'est pour mettre en place une politique de développement socio-économique du pays, pour permettre à ce que le peuple puisse être bien. Mais si le peuple n'est pas bien, il est normal que lui, qui vous avait donné ce pouvoir, il puisse le retirer. Donc moi, je suis d'accord pour ça. Et vous seriez aussi d'accord, par exemple, le cas du Cameroun, par exemple, où Paul Biya a fait plus de 40 ans au pouvoir aujourd'hui, qui est un coup d'État comme ça, pour que le peuple aspire à des changements. Prenons le cas du Cameroun, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, chaque cas africain a ses particularités. Il y a des particularités économiques et sociales, il y a des particularités juridiques, légales aussi. Il faut tenir compte aussi de la Constitution. Non, mais en respectant l'esprit de la démocratie et de l'alternance politique, est-ce que vous trouvez normal qu'un chef d'État fasse 40 ans au pouvoir? Non, c'est-à-dire quand c'est le vœu du peuple, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand ce n'est pas le vœu du peuple, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, de par principe, j'aime l'alternance. De par principe, j'aime le renouvellement des classes politiques. De par principe, j'aime le renouvellement du pouvoir. Ça, il n'y a pas de souci. Dès lors que ça sert au développement socio-économique du peuple. Donc, si c'est une aspiration populaire du peuple qui veut une certaine stabilité, un certain développement, et pourquoi Paul Biya peut toujours rester? Et si c'est conforme, bien sûr, à la constitution de leur pays et que c'est
l'aspiration populaire, l'aspiration du peuple. Par contre, si ce n'est pas conforme à la Constitution, on est en train de tripatouiller, changer la Constitution, je ne suis pas d'accord. Si ce n'est pas l'aspiration du peuple camerounais, là, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est l'aspiration du peuple, comment peut-on évaluer l'aspiration? Le peuple, vous savez que dans toutes les constitutions du monde, le droit de grève existe, hein? Les manifestations existent, elles sont libres. Le peuple peut se manifester par ces manifestations, il peut s'exprimer par ces manifestations qui sont constitutionnellement légales. Hein? Alors, comment peut-on évaluer? Donc, le peuple ensuite, en dehors de ça, en dehors de ces manifestations populaires, mais il existe aussi des institutions qui fonctionnent. Le Parlement fonctionne, l'Assemblée nationale fonctionne, les députés qui sont la représentation du peuple. Et là aussi, le Sénat fonctionne, les sénateurs qui sont aussi la représentation nationale, ils sont aussi là, ils peuvent aussi s'exprimer. Mais la forme la plus spectaculaire, la plus voyante, la plus visible, c'est que le peuple exprime son mécontentement par voie pacifique, par des manifestations populaires. Et vous allez voir que le président qui est concerné par ça, dans notre cas, le Cameroun, ou ça peut être aussi n'importe quel pays, hein, va se rendre compte que si le peuple sort dans la rue, demande quelque chose, a des doléances à présenter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Monsieur Kitoko, je pense que, tel que le dit Monsieur Dion, il y a les parlements, il y a les Sénats. Je pense que les Sénats et les parlements en Afrique ne sont pas au service des peuples. Non. N'oubliez pas, ils sont au service des dirigeants qui les ont mis là. Quand vous prenez comment les listes sont constituées, comment les présidents au pouvoir, la majorité dans nos parlements et dans nos Sénats, ils ne sont pas au service des peuples. Ils sont au service de celui qui les a mis là et ne font que la volonté de ces personnes. Et dans ces conditions, ceux qui veulent, vous avez parlé du droit de grève, d'accord. Mais dans combien de pays africains vous pouvez librement vous lever pour faire une manifestation sans être réprimé aujourd'hui? Peu de pays. Et je dirais, je peux même dire pas de pays en Afrique où vous pouvez faire des manifestations sans être réprimé. Et donc, c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait le véritable problème. Vous avez parlé du Cameroun, par exemple. Oui, si ça répond aux aspirations du peuple camerounais et que le peuple camerounais ne réagit pas. Mais attention, le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais vous savez que depuis des années, depuis que Paul Biya est là, il y a des manœuvres pour l'empêcher de partir, ou bien pour le maintenir là. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Il va falloir qu'à un moment donné, parce qu'il y en a en Afrique, quand ils viennent, ils pensent à une seule chose, ils viennent, ils critiquent ceux qui étaient là, ils viennent au pouvoir, mais leur problème, c'est de mourir au pouvoir comme un roi et laisser les enfants prendre la succession. On a vu ça au Gabon, on a vu ça au Togo. Et d'autres pays ne se peuvent pas, comme le Cameroun ne se peut pas faire ça. Et donc, je dis aujourd'hui, il faut réellement rééduquer le cadre de politique africain, qu'il comprenne qu'il vient pour un temps et quand il finit, il doit pouvoir partir. Parce que lui ne saurait être éternel à la tête d'un pays. On a dépassé la période où dans les pays où il y a la monarchie, nous sommes dans un système démocratique. Et nul ne peut se prévaloir d'être le plus intelligent dans une démocratie. Il va falloir travailler à ce que les cadres comprennent qu'ils viennent là pour développer les pays africains. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont des avoirs à l'extérieur, ils veulent préparer l'avenir de leurs enfants, ils veulent prendre en otage les biens de nos pays, priver les localités d'avoir des centres de santé, des salles de classe pour nos enfants, priver les localités d'avoir des voies d'accès. Et pourtant, ils sont élus pour ça. Donc, c'est autant de choses qu'il faut régler. Je pense que les parlements aujourd'hui, tel que ça se présente dans les pays africains, on ne peut pas continuer à leur faire confiance. Il va falloir d'abord qu'ils nomment les présidents d'institutions. C'est le pouvoir en place. Chez moi au Bénin, le président de la Cour suprême est nommé par qui? Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par qui? Le chef de l'État. Le président de la haute autorité de l'Union visuelle de la communication est nommé par qui? Le chef de l'État. Vous vous imaginez? Donc, quand c'est comme ça, quel président d'institution peut oser affronter celui qui l'a mis là? On a comme un devoir de reconnaissance et de loyauté vis-à-vis de celui qui les a mis là. Et du coup, le peuple est brimé. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je pense fondamentalement qu'il faut travailler à ce que nos dirigeants politiques aillent à l'école de la sagesse.
et de la maturité politique, j'insiste là-dessus. Parce que la maturité vous amène à vous détacher du matériel et à savoir que vous devez servir plutôt que de vous servir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Monsieur le professeur Dion, êtes-vous d'avis avec M. Tonikes? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce qu'il venait de dire, M. Tonikes? Écoutez, l'école de la sagesse est importante pour tout le monde, hein, et particulièrement pour nos dirigeants. Parce que la politique, faire la politique, la politique, c'est quoi? C'est l'art de diriger la cité. Donc, à plus forte raison, ceux qui dirigent la cité, ceux qui dirigent le pays, doivent être sages. Parce que s'ils ne sont pas sages, s'ils ne voient que leurs propres intérêts personnels, ils ne voient pas l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation, s'ils ne sont pas patriotiques, nous allons assister toujours à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que finalement, le peuple va sortir pour aller demander le pouvoir qu'il vous avait confié. Ils seront bien obligés. C'est à ce moment-là que justement, comme ces désirata ne sont pas respectés, mais c'est à ce moment-là qu'il y aura des coups d'État, malheureusement. Donc, je suis d'accord à ce qu'effectivement, on puisse avoir une réflexion même africaine, hein, sur la mise en place des mécanismes d'alternance, des mécanismes constitutionnels qui pourront faire en sorte que les gens ne puissent pas se pérenniser au pouvoir, ça je suis d'accord. Mais il faut que ça soit en conformité avec les aspirations du peuple et la constitution de chaque pays. Est-ce que vous connaissez un pays africain? On a vu, si vous permettez, à partir de 1990, on a vu le vent de la démocratie qui a commencé à souffler en Afrique à partir du Bénin, à partir de la conférence des forces vives de la nation au Bénin. Beaucoup de pays ont voulu faire comme le Bénin et sont rentrés dans le système démocratique. Mais malheureusement, qu'avons-nous fait de cette démocratie? Quel est l'héritage de cette démocratie aujourd'hui? Les pères fondateurs, quand je prends le général Mathieu Kékou, qui a dû se sacrifier, qui a dû faire a dû consentir certaines choses, accepter de laisser certaines choses pour qu'on ait la démocratie, permettre à ce que tous les fils du Bénin viennent au Bénin pour accepter la démocratie et repartir sur une nouvelle base. Quand je regarde ça et que je regarde l'héritage que nous avons aujourd'hui, ce que nous faisons de l'héritage, je me pose la question de savoir si dans 5 ans, dans 10 ans, on peut être fier de ce qui se passe dans notre pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, je pense fondamentalement que il faut nécessairement rappeler les dirigeants politiques d'Afrique à l'ordre pour leur rappeler qu'il faut travailler pour le peuple et ne travailler pour soi-même. Autrement, nous allons toujours dénoncer, nous allons toujours faire des émissions, nous allons toujours parler, le peuple va se soulever, les dirigeants qui viendront feront encore pire. Parce que regardez au Burkina Faso, le peuple s'est soulevé pour faire partie de Blaise Compaoré. Roch Marc Kaboré est venu faire quoi? En partie, il est venu diviser le pays encore. Quand vous prenez au Mali, prenez le Mali, il y a un coup d'État qui a fait que, après Ibeka est arrivé, il a été élu. Mais qu'a-t-il fait de l'héritage? Quand vous allez en Côte d'Ivoire, avec toute la situation, quand Ouattara est arrivé, qu'a-t-il fait de l'héritage qu'il a retrouvé là? Donc, c'est autant de questionnements. Les gens, dans une certaine mesure, on a comme l'impression que quand ils veulent le pouvoir, ils sont prêts à avoir la langue mielleuse pour duper les populations. Une fois qu'ils ont le pouvoir, ils font pire que ceux qui les ont précédés. Alpha Condé, qui ne l'a pas suivi depuis des années, mais quand il a pris le pouvoir, on a vu, il a été encore pire à bien des égards, puisque son prédécesseur. Donc, autant de choses qu'on doit reprocher aux acteurs politiques en Afrique, aux gouvernants, pour qu'ils comprennent que un serment, c'est un serment c'est quelque chose de très capital à respecter, c'est sacré, il faut travailler à cela. Voilà, il faut travailler à cela. Les différentes institutions, oui. Les différentes, j'aimerais juste une minute, hein. Je suis d'accord avec l'analyse de M. Laurent, hein. Je rajouterais ceci, les différentes institutions, les différents instruments politiques qui devraient plaider, qui devraient travailler pour justement ne pas que les chefs d'État puissent se pérenniser au pouvoir, ça doit être quoi? Ça doit être l'Union africaine, ça doit être quoi? La CEDEAO et toutes les institutions sous-régionales que nous avons. Or, qu'est-ce qui se passe, M. Laurent? L'ensemble de ces institutions qui font partie de l'Union africaine ne sont pas financées par nous-mêmes les Africains. Ils sont financés par la France, d'où notre dépendance vis-à-vis de la France. Ça, c'est un. De deux,
tant que le problème que tu poses est un problème général qui concerne l'ensemble de l'Afrique, c'est-à-dire qui concerne l'indépendance de l'Afrique. Tant que l'Afrique ne sera pas indépendante sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sur le plan militaire, s'il vous plaît. Lorsque nous ne serons pas indépendants sur toutes ces sphères-là, que nous dépendrons toujours financièrement, économiquement, militairement de la France, eh bien, nos chefs d'État, les différents représentants du peuple, les députés dont tu as parlé, les sénateurs, etc., resteront toujours les marionnettes de la France. Voilà pourquoi, sous un certain plan, j'admire la décision qui a été prise par M. Assimi Goïta. J'ajoute par contre un troisième point. Le troisième point, tant que nous aurons des chefs d'État mal élus en Afrique, la CEDEAO et l'Union africaine n'auront aucun pouvoir. Regardez l'Union africaine, regardez, citez-moi les pays d'Afrique, vous allez comprendre que la grande partie, en grande partie, ils sont mal élus. Ils n'ont pas de légitimité pour autant à la tête de leur pays. Et donc, ils ne sont pas bien placés pour oser affronter. Regardez le cas du Bissau guinéen, et Ambayo Sissoko. La manière dont il a été bien élu, il a le courage d'affronter la CEDEAO à bien des égards sur des points donnés. Je suis d'accord avec toi parce que, effectivement, si M. Assimi. Quand vous prenez ces pays de la sous-région, vous allez comprendre que la plupart, parmi eux, quand ils ont des choses à se reprocher, sont obligés de s'aligner derrière une décision de la CEDEAO chapeautée par la France pour éviter les représailles. C'est de ça qu'il est question. Donc, hormis le côté financier, hormis les problèmes militaires que l'Union africaine a, c'est qu'on n'a pas des chefs d'État forts, c'est-à-dire élus sans problème. Et donc, c'est aussi une question à régler. Quand on va finir de régler cet aspect, permettre à ce que ce soit des chefs d'État qui sont élus sans problème, sans trouble, sans tricherie, sans magouille, et sans, je dirais, confiscation du pouvoir, c'est que nous aurons des institutions sous-régionales très fortes. Voilà, pour terminer l'émission, j'aimerais vous poser une question autour de rumeurs que nous avons tous entendues. Je ne sais pas si M. Toniquet, c'est vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, vous auriez entendu qu'il y a eu des rumeurs autour d'un coup d'État en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes au courant de cette rumeur-là? Oui, j'ai eu l'information aujourd'hui, mais j'ai vérifié, je n'ai pas eu de confirmation. Toujours est-il que si on me dit aujourd'hui qu'il y a un coup d'État en République démocratique du Congo, est-ce que ça me surprendrait? Ça ne me surprendrait pas parce que connaissant un peu ce qui s'est passé d'abord avant l'élection de Tshisekedi et sachant que Tshisekedi a une volonté farouche de développer son pays, je me demande si réellement il aura les coups de franche pour le faire. Donc, un coup d'État qui serait à la base du coup d'État, attendons de voir si c'est confirmé, mais ce que j'ai vérifié jusque-là, ce n'est pas encore confirmé, et on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on évite les coups d'État, même si au fond, ça vient régler un problème, un désordre dans notre pays, on ne va pas souhaiter ça tout le temps, mais tant que les chefs d'État continueront à faire des coups d'État constitutionnels en banalisant le peuple, je crois que les militaires sont là pour réagir de la plus belle des manières. On ne va pas applaudir ça, mais la force appelle la force. La violence constitutionnelle appelle la violence militaire. Mais soupçon ou pas soupçon, rumeur ou pas rumeur, est-il que les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président Tshisekedi est en détention aujourd'hui à la NER, hein? Oui, ils ont dit, ce que j'ai lu, c'est que l'un des conseillers aurait fait des réunions, oui, pour lui faire un coup d'État. Toujours est-il que quand il y a un coup d'État, il y a toujours quelqu'un de votre sérail, plus proche de vous, qui est dans le coup, qui maîtrise tout sur vous. Donc, est-ce que c'est... Puisque les chefs d'État d'Afrique, il faut faire très attention avec eux, hein, il y a l'auto-victimisation. Il y a l'auto-victimisation des chefs d'État, des gouvernants, qui, à un moment donné, veulent faire comprendre qu'ils sont persécutés, qu'on veut leur faire le coup d'État pour se faire amener par le peuple parce qu'à un moment donné, une partie du peuple a commencé par les désavouer. Voilà. Donc, il faut faire très attention avec les gouvernants d'Afrique. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas des éléments d'appréciation, mais j'aurais souhaité que ça n'arrive pas en RDC. On souhaite que dans les pays d'Afrique qui n'ont plus de coup d'État, mais que les chefs d'État qui sont au pouvoir aussi fassent tout pour respecter leurs constitutions,
fassent tout pour satisfaire la volonté du peuple et non leur volonté. Merci. Monsieur John Patrick, vous qui êtes à proximité de la RDC, cette rumeur-là, comment vous l'avez vécue? Eh bien, très mal vécu dans la mesure où un coup d'État a toujours des répercussions sous-régionales. Hein. Un coup d'État en République démocratique du Congo, qui a la frontière avec beaucoup de pays, peut avoir un impact au Congo-Brazzaville, mon pays, peut avoir un impact au Gabon, peut avoir un impact en Angola, peut avoir un impact au Centrafrique, etc. Donc, ça ne peut pas être vu de bonne manière. Par ailleurs, c'est vrai ce que vous dites, hein, que l'un des conseillers militaires du président Félix Tshisekedi aurait été arrêté et interrogé. Comment? C'est le conseiller spécial en matière de sécurité. Conseiller spécial en matière de sécurité. Oui. Tout à fait. Est arrêté. Il est entendu là par l'Agence nationale de renseignement, c'est ça, hein, leur sorte de DST. Voilà. Et c'est sûr et certain qu'après les auditions, nous aurons le fin mot de l'histoire. Parce que, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, si d'aventure c'est un coup d'État, mais ça veut dire qu'il y a toute une équipe derrière. Ça veut dire qu'il y a un système qui est mis en place. Est-ce que c'est pour renverser Tshisekedi prendre le pouvoir? Est-ce que c'est pour faire ramener l'ancien qui était là, comment vous l'appelez, M. Kabila, au pouvoir? J'en sais rien, nous ne savons rien. Mais je pense qu'à la fin de l'audition, si on le fait sortir, c'est qu'on ne lui reproche rien. Sinon, il sera obligé donc de citer les noms de ceux qui sont complices avec lui et seront jugés et traduits en justice. Une fois de plus, je suis contre tout ce qui est coup d'État parce que c'est de la violence. Mais si d'aventure c'est une aspiration populaire, alors à ce moment-là, je dis que le peuple appartient à Dieu, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, et à ce moment-là, que cela se fasse. Mais ça serait bien qu'on fasse tourner la roue de l'alternance autrement, politiquement, pacifiquement, que par les coups d'État. Mais si cela s'avère nécessaire, pourquoi pas? Merci. À la fin de l'émission pratiquement, Monsieur Laurent Toniquet, merci, à moins que vous ayez un dernier mot en 30 secondes. En tout cas, à plus, nous avons atteint la limite de l'émission. 30 secondes. Merci, M. Kitoko, merci, M. Dion. Merci. M. Dion, en tout cas, nous allons encore reparler d'un autre sujet au courant de la semaine, hein, parce que l'actualité est tellement importante aujourd'hui sur le continent africain. Merci en tout cas, chers frères africains, d'avoir accepté à participer à cette réflexion sur la question de coup d'État sur le continent africain. Notamment. Monsieur Dion, je reprends des contacts avec vous par le biais de M. Kitoko, donc à bientôt. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. À bientôt en tout cas. Que tous ceux qui nous regardent se disent que nous allons encore revenir avec nos invités que vous avez suivis tout à l'heure. Au courant de la semaine, nous aurons plusieurs sujets à échanger ensemble. Et en tout cas, vous tous qui nous suivez, il est question de faire attention. Les coups d'État mènent toujours des conflits. Les coups d'État amènent toujours des troubles sur le bon fonctionnement de la nation. Et soyons vigilants en tout cas. Mais que vous qui dirigez ce pays, soyez quand même sage d'observer aussi les besoins de ce peuple-là, le prérequis que le peuple vous a en tout cas donné comme pouvoir, essayez de le respecter, tout simplement. Alors, la dignité, telle que M. Laurent Toniquet l'avait évoqué tout à l'heure, et la sagesse qui est recommandée aux dirigeants africains est de mise, en tout cas, pour que l'Afrique aille de l'avant, pour éviter la mainmise des Occidentaux et des grandes puissances qui viennent toujours sur le continent donner des leçons au peuple. Ainsi, nous avons terminé cette émission et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.